Très bien. Alors, on va démarrer cette dernière conférence du groupe Bouygues proposée sur le salon Polytech. Et alors, pourquoi est-ce que le sujet de cette dernière conférence est si essentiel? Eh bien, depuis la dernière édition de Polytech, qui était en 2018, la crise liée au Covid a fait faire un bond en avant aux évolutions qui se profilaient déjà et sur lesquelles le secteur du bâtiment est très attendu. Les nouvelles façons de travailler, la transformation du rapport au lieu de vie, les nouvelles aspirations personnelles et la prise de conscience de l'urgence des défis environnementaux. Pour opérer ces changements, nous avons besoin de lieux à la fois adaptés à nos nouveaux modes de vie et totalement repensés pour la durabilité et la préservation de la planète. Nous avons 45 minutes ensemble pour découvrir les nouveaux concepts building de Bouygues avec 5 experts. Nous avons Sonia Da Silva, directrice du département Grand Compte utilisateur chez Bouygues Immobilier. Bonjour Sonia. Nous avons Camille Gauthier, leader innovation chez Elan, filiale de Bouygues Construction. Roselyne Legrand, directrice Auvergne-Rhône-Alpes pour Link City. J'ai à mes côtés Clara Chaussière, responsable du développement chez The Co-Living Company par Bouygues Immobilier. Et enfin, Stéphane Slama-Royer, directeur général délégué de Link City par Bouygues Construction. Et vous êtes en charge de la direction logement et multiproduits en Ile-de-France. Alors, avant de dévoiler les nouveaux concepts building de Bouygues, il serait sans doute intéressant déjà d'avoir quelques chiffres clés sur notre utilisation actuelle des bâtiments tels qu'ils étaient conçus jusqu'ici. Alors Camille, quel est par exemple aujourd'hui le taux d'occupation d'un immeuble de bureau ? Oui, merci Nathalie. Donc effectivement, l'approche de l'immobilier qui a prévalu jusque-là, par le passé, est maintenant révolue. Donc on le sait tous, à l'heure des défis actuels, donc changement climatique, effondrement de la biodiversité, les pollutions diverses et variées, comment peut-on encore accepter qu'un bâtiment de bureau soit occupé que 30% de son temps ? En plus, les usages se transforment. Ça a été accéléré depuis 1 an et demi avec la venue du télétravail suite aux crises Covid. Et les immeubles, de fait, sont de plus en plus vite obsolètes. Avant Covid, on était plutôt autour de 10 ans selon les experts. Et là, cette moyenne a dû descendre largement. Donc avec le changement climatique à l'œuvre, un mètre carré de bâtiment construit neuf, c'est 1,5 tonnes de CO2 émis sur sa durée de vie. Donc il faut savoir qu'en plus que le bâtiment était un secteur, le premier générateur de déchets en France, donc 40 millions de tonnes par an, et le premier consommateur de ressources non renouvelables. Et à l'heure de la forte érosion de la biodiversité, c'est chaque année en France 20 000 hectares d'artificialisés, dont 42% pour l'habitat, loin devant les routes à à 28%. Voilà, donc effectivement, le bâtiment doit muter, les réglementations se durcissent pour accompagner cette mutation. Et on peut citer la RE 2020 qui a dû être citée déjà maintes fois, donc pour un bâtiment plus performant et plus compatible avec le climat. La loi climat et résilience qui tend vers un objectif de zéro artificialisation nette. Et les enjeux sont multiples, donc les pertes locatives, l'obsolescence accrue, la non-conformité réglementaire qui du coup dévalorise les actifs immobiliers. Donc il est impératif de changer notre vision et l'industrie immobilière pour relever tous ces défis. Merci Camille pour ces chiffres clés. On voit effectivement comme le secteur du bâtiment a un rôle énorme à jouer sur l'optimisation des surfaces, leur hybridation, leur impact carbone, mais aussi leur fonction sociale. Alors je vous propose tout de suite de nous dévoiler le principe fondateur de vos 6 nouveaux concepts building. Sonia, du côté de bureaux généreux, de quoi s'agit-il ? Alors le bureau généreux, c'est en fait la traduction de nos engagements chez Bouygues Immobilier sur la conception et la réalisation des immeubles de bureaux. En fait, on est parti du constat il y a un peu plus de 2 ans, donc avant la crise sanitaire, que les immeubles de bureaux répondaient pas aux grands enjeux, que ce soit les enjeux climatiques ou urbains, et puis aussi qu'ils n'étaient plus en fait adaptés aux besoins, et j'ai même envie de dire aux envies de ceux qui les occupent. Et donc on a souhaité, nous, avoir des engagements forts qui vont se traduire en fait par des réponses et des actions concrètes qu'on a voulu à 3 échelles. À l'échelle de la planète d'abord, en produisant des immeubles éco-responsables et respectueux de l'environnement. Ensuite, à l'échelle de la ville,
en produisant des immeubles qui vont être ouverts sur la ville et qui vont interagir avec leur quartier, leur environnement et qui vont favoriser finalement les interactions entre les différentes parties prenantes, que ce soit des travailleurs, des habitants ou des visiteurs. Et enfin, une réponse à l'échelle des usagers. En proposant des bâtiments moins contraints, mais plutôt en fait capables d'accompagner la transformation des entreprises, et puis aussi des bâtiments qui favorisent le bien-être de ceux qui les occupent, des bâtiments en somme désirables, qui suscitent l'envie d'aller travailler au bureau plutôt que chez soi. Donc le bureau généreux, c'est un bureau qui est engagé et désirable. Voilà. Merci Sonia. Stéphane, comment est-ce que vous pourriez nous présenter Neos en quelques mots? Alors Neos, c'est le premier, à cette date, le seul concept de BTR, de Build to Rent, c'est-à-dire de résidence-service familiale qui existe en France. Alors, en fait, on se rend compte que l'offre locative française de logement, elle est extrêmement pauvre, elle est extrêmement monolithique. Donc, si on loue un logement, il sera certainement nu et pas équipé. Il n'y aura pas d'endroit où rencontrer ses voisins. Et puis, il n'y aura pas de service. Si on a besoin d'un concierge ou d'une femme de ménage, on va sans doute avoir du mal à se débrouiller. Et donc Néos, c'est exactement le contraire. C'est un logement qui est prêt à vivre, entièrement équipé, avec notamment la domotique au plus haut niveau avec les technologies SMALT. C'est un logement avec des aménités, c'est-à-dire des locaux partagés. Donc dans une résidence Néos, on va avoir un coworking, on va avoir une salle de sport, on va avoir un appartement d'amis. Et puis c'est une résidence avec des services, donc des services pour tout le monde, comme la conciergerie, et puis des services optionnels, ménage, repassage. Voilà. Merci Stéphane. Alors vous, Roselyne, vous allez nous présenter le projet Office Switch Home à Lyon-Confluence. Alors effectivement, je vous parlerai d'un bâtiment de bureau qui se trouve à Lyon-sur-la-Confluence et qui sera livré dans les jours qui viennent. Et c'est un bâtiment qui, dans une première phase de sa vie, est effectivement du bureau et qui, demain, pourra être transformé en logement sans avoir à modifier la structure du bâtiment, le gros œuvre, donc à moindre coût. Donc c'est un bâtiment qui s'adapte aux évolutions urbaines, aux évolutions d'usage et aussi aux évolutions de marché. Et donc c'est un bâtiment dont on allonge la durée de vie et donc, en conséquence, dont on réduit l'empreinte carbone. Très bien, c'est noté, Rosine. Camille, qu'est-ce que le bâtiment hybride à économie positive, dit le BHEP? Oui, merci pour la traduction, effectivement. Donc c'est un concept d'un immeuble bas carbone, résilient, qui répond aux défis de notre décennie. Et c'est un bâtiment aussi qui devient centre de profit plutôt que centre de coût, grâce à 6 piliers de création de valeur réunis autour de 2 thématiques, les usages et le climat. Voilà, donc ce concept a reçu le label Solar Impulse de la Fondation Bertrand Piccard qui recense les 1000 technologies en faveur de la transition globale. Merci Camille. Clara, à votre tour sur le co-living par Bouygues Immobilier. Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait effectivement un peu les mêmes constats que ceux qui ont été exposés juste avant. C'est-à-dire que trouver un logement locatif aujourd'hui, pour des personnes qui sont en transition, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur vie professionnelle, est très compliqué parce que c'est cher, souvent d'une qualité médiocre. Il y a beaucoup de concurrence, ça prend du temps. Et donc nous, on a voulu repenser en fait cette offre de logement locatif en proposant une offre clé en main qui permet d'avoir une habitation sur des durées flexibles avec des espaces communs, des services, un design de l'espace qui permet différentes utilisations au fur et à mesure des moments, des endroits ouverts sur le quartier pour rendre en fait l'expérience du logement locatif beaucoup plus agréable que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Merci Clara. Et puis un dernier concept qui vient de nous être présenté, de nouveau par vous Stéphane, vous êtes venu aussi nous présenter le logement solidaire. Alors le logement solidaire, c'est un logement locatif dont le coût global est inférieur de 10 à 15% au standard du logement social. Donc on est sur des niveaux de performance très élevés avec deux volets sur le logement solidaire. Le premier, c'est que sur la commune qu'on va étudier, on va regarder l'offre de logement, c'est-à-dire la typologie de logement en termes de taille et puis le niveau de loyer. Puis on va regarder quelle est la demande, c'est-à-dire les compositions des familles et les revenus des familles. Puis on va superposer ces 2 matrices et on va s'apercevoir qu'il y a des manques, que sur un territoire, par exemple, il manque des T3 à 12 € du mètre carré et que c'est un marché qu'il faut développer. Donc d'abord être bien sur le marché. Une fois qu'on est bien sur le marché, le deuxième volet, c'est qu'on va raisonner en coût global, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes qui peuvent être partie de l'acte de construire, ensuite d'exploiter le bâtiment pour réduire au plus bas le coût de ce logement.
Parfait. Alors comme vous voyez, des concepts complémentaires qui se rejoignent mais dont les différences permettent d'intervenir à différents niveaux selon le contexte et la fonction du projet. Aujourd'hui, ces innovations révolutionnent la conception des immeubles en construction qui ne peuvent plus être pensés pour une seule fonction et parmi celles en plein essor, donc la réversibilité. On va voir ce qui se passe pour les bureaux notamment et Roselyne, pour l'illustrer, nous allons bien sûr parler du grand projet Office Switch Home qui sera livré donc le mois prochain ou dans quelques jours à Lyon. Comment est-ce qu'on conçoit un bâtiment pour qu'il puisse changer totalement de fonction sans toucher aux grosses œuvres lorsque les besoins ou l'environnement du territoire auront changé? Alors donc effectivement, on est sur la confluence. C'est un bâtiment de bureau de 5000, aujourd'hui de bureau de 5700 mètres carrés. Vous voyez, on est en bord de Rhône, mais on a entre le Rhône et le bâtiment en question une autoroute métropolitaine M6, M7. Donc on est dans un contexte urbain qui aujourd'hui permet de faire du bureau, mais dans un quartier qui est en pleine évolution et qui un jour, ce boulevard urbain, cette autoroute sera transformée en boulevard urbain. Donc on aura un contexte urbain beaucoup plus apaisé et qui, à ce moment-là, se posera la question de est-ce que ça doit rester du bureau ou est-ce que ça doit devenir du logement? Donc comment est-ce qu'on fait concrètement? On travaille là avec un architecte qui est David Schipperfield, qui conçoit donc un projet en faisant 2 jeux de plans à chaque fois, un plan de bureau, un plan de logement. Et puis d'un point de vue technique, alors si on commence par l'extérieur, quand vous regardez la façade, ça ressemble pas c'est une façade mixte qui ressemble pas à des bureaux. En particulier, on a des balcons filants à tous les étages et tout le long de la façade. On a des ouvrants toute hauteur, des ouvrants à la française. Et puis quand on rentre à l'intérieur, à la différence de bureaux classiques, on n'a pas de faux plafond. On a une dalle de plafond lisse. En revanche, on a un faux plancher qui est très épais, qui fait un peu plus de 50 cm, dans lequel on passe toutes les installations techniques de bureau et dans lequel demain, on passera tous les réseaux qui seront nécessaires en logement et dont on n'a pas besoin aujourd'hui, puisque la promesse, c'est de ne pas avoir à retoucher, de pouvoir passer d'un usage de bureau à un usage de logement sans avoir à retoucher aux grosses œuvres. Très bien. Alors on va poursuivre sur les nouveaux bâtiments en construction dont la vocation est d'accueillir des espaces de travail. On va poursuivre avec Sonia. Vous nous l'avez dit, chez Bureau Généreux, vous parlez de 3 échelles d'engagement. Donc bien sûr, l'engagement environnemental, aussi susciter l'envie de venir travailler aux usagers finaux et puis l'ouverture à la ville et aux autres. Comment est-ce que ça se matérialise à la conception et sur le terrain chez Bureau Généreux ? Alors, la façon dont ça se matérialise concrètement, donc les réponses qu'on apporte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est effectivement à 3 échelles. À l'échelle de la planète, par exemple, de manière très concrète, notre objectif, ça va être de limiter notre empreinte carbone. Et ça passe par l'utilisation en fait, de matériaux biosourcés ou géosourcés, donc le bois, le chanvre, la terre cuite, la terre crue, et ça sur l'ensemble de nos projets. C'est aussi favoriser le réemploi, favoriser aussi les circuits courts dans l'approvisionnement. Ça passe aussi dans le Bureau Généreux par une étude systématique sur chacun de nos projets de réversibilité, justement pour envisager comme ça dès l'amont la deuxième vie en fait du projet. Ça passe aussi par apporter de la biodiversité en fait au sein des bâtiments, hein, donc de la biodiversité positive, c'est-à-dire rapporter effectivement la nature dans les bâtiments. Ça, ce sont quelques exemples à l'échelle de la planète. À l'échelle de la ville, très concrètement, c'est proposer des bâtiments avec des socles, donc des espaces en fait à rez-de-chaussée à minima qui sont ouverts au public. C'est ce qu'on voit par exemple sur le visuel là, de cet hôtel, de cet immeuble. C'est ce qu'on voit effectivement sur California par exemple, effectivement, qui est un bon exemple de bureau généreux. Effectivement, des espaces qui vont être ouverts sur la ville et qui vont permettre d'offrir des services qui pourront bénéficier évidemment aux collaborateurs de l'entreprise qui va s'installer dans les bureaux, mais également aux riverains, à des gens qui visitent. C'est aussi les réponses qu'on va pouvoir apporter à la ville, c'est de travailler aussi beaucoup sur de la mixité en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on produit des immeubles de bureaux, mais on va intégrer soit à l'échelle d'un quartier, soit à l'échelle d'un bâtiment, de la mixité en apportant du bureau, mais aussi du logement, de l'hôtel, de la logistique urbaine. C'est ce qu'on fait notamment sur un autre de nos projets dans le 15e qui s'appelle EDA. Ensuite, on va aussi travailler sur, ça va rejoindre ce que disait Camille, sur l'intensité d'usage aussi de ces espaces, parce que finalement,
lorsqu'ils sont ouverts, lorsqu'ils sont accessibles à tous, ces espaces-là, que ce soit des espaces de restauration, que ce soit des espaces de service, que ce soit des parkings ou bien des locaux qui accueillent en fait toutes les mobilités douces, eh bien on a une intensité d'usage qui est beaucoup plus importante et qui n'est pas exclusivement dédiée en fait aux collaborateurs, enfin à l'entreprise qui s'installe dans l'immeuble. Donc il y a une plage horaire qui est beaucoup plus importante, ça s'étend sur toute la journée, parfois même le week-end. Donc ça c'est aussi une réponse qui est intéressante en fait pour les villes. Ensuite, pour vous donner quelques exemples de réponses aussi sur les réponses qu'on apporte aux usagers, c'est offrir une diversité d'espaces, offrir des espaces extérieurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est vecteur de bien-être. Donc des terrasses, des rooftops, des jardins sur tous nos bâtiments. Et en nombre important, c'est aussi répondre à des besoins primaires. Finalement, pour se sentir bien dans ces bureaux, il faut de la lumière, donc avoir beaucoup d'espace en premier jour, il faut avoir une bonne qualité acoustique, il faut avoir une bonne qualité de l'air. Avec la crise qu'on a vécue récemment, ça a été d'ailleurs un sujet particulier, ce sujet de la qualité de l'air. Et puis, c'est aussi repenser en fait les espaces et avoir une granulométrie beaucoup plus importante. Avant, quand on faisait des bureaux, il y avait les espaces de travail et les salles de réunion. Aujourd'hui, on travaille sur une diversité d'espaces importante, avec des espaces qui vont répondre à des usages, à un besoin de se concentrer, de se réunir physiquement, de se réunir à travers effectivement de manière digitale, c'est-à-dire sur Teams, ce genre de choses, des espaces pour phosphorer, pour collaborer, pour se reposer. Donc voilà, aujourd'hui on rentre dans une granulométrie beaucoup plus importante. Donc voilà comment on répond concrètement aux besoins à travers le bureau généreux. Voilà, donc on a vu donc pour les espaces dédiés principalement au travail, en tout cas initialement au travail, hybridation, mutualisation, c'est le credo de Neos et du co-living sur le marché du logement. Alors Stéphane, les possibilités sont grandes, j'imagine, lorsque le bâtiment est conçu dès le départ sur ces concepts. Et jusqu'où va Neos ? Alors Neos est hybridé by design, si je puis dire, c'est-à-dire que les bâtiments sont par définition extrêmement pluriels. Neos c'est un bâtiment où on habite, bien sûr. C'est aussi un bâtiment où on travaille, puisqu'il y a un coworking. C'est un bâtiment où on se divertit avec une salle de sport, avec un rooftop, un parcours de santé, un espace barbecue, un lounge. Et c'est même un bâtiment où on peut consommer, puisqu'on peut avoir des crèches, on peut avoir un certain nombre d'usages de type consommation. Alors, on est aussi dans un univers de la mutualisation. Mutualisation à l'échelle de la résidence, où chaque résident peut évidemment profiter de l'ensemble des aménités qu'on met à leur disposition. Hybridation aussi avec des bâtiments adjacents. Souvent, on va faire une résidence Neos à côté, par exemple, d'une résidence senior, et puis on va mutualiser tel usage, ou près d'une résidence étudiante, ou près d'un co-living, par exemple. Et puis, on peut aussi mutualiser avec le quartier, avec la ville. Alors, par exemple, la première réalisation de Neos, elle est à Champs-sur-Marne. Et sur le projet de Champs-sur-Marne, le coworking est limité à la résidence. On a une chambre d'amis partagée qui est, elle, utilisée à l'échelle de plusieurs résidences-services. On a une crèche qui sert à toute la communauté, et puis une conciergerie qui, elle, va servir l'ensemble de l'îlot sur lequel le projet est situé. Très bien, merci. Alors du côté du co-living maintenant qui est développé pour les jeunes actifs, Clara, jusqu'où va le concept lorsqu'il s'agit d'un nouveau bâtiment conçu sur ce principe ? Oui, alors nous, en fait, dans le développement de notre concept, on était pris un peu entre plusieurs forces assez contradictoires, qui est ce besoin de densifier la ville d'aujourd'hui, en fait, avec des petites surfaces pour des personnes qui sont seules ou en couple. Et en même temps, ce besoin de se sentir chez soi, dans un espace qui est agréable, dans un espace où on peut avoir des usages, en fait, comme à la maison, où on peut recevoir ses amis, où on peut avoir des loisirs. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'hybridation dans les usages, que ce soit dans les chambres qu'on va proposer, qui sont en fait des appartements avec kitchenette, salle de bain, et un espace en fait de 20 mètres carrés qui va être réversible dans l'usage, par exemple ici avec un lit escamotable qui monte et qui descend, qui permet d'avoir en fait un salon la journée et une chambre le soir. Dans les espaces communs qu'on va proposer, on va vraiment les travailler pour qu'ils puissent à la fois être ouverts au quartier la journée pour de la restauration, du coworking, et en même temps servir de salle de yoga, de salle de sport pour les résidents quand le coworking n'est pas occupé, de salle événementielle quand le food court n'est pas ouvert au quartier.
On a aussi beaucoup travaillé sur la qualité de nos espaces du fait de la mutualisation. En fait, les résidents, en mutualisant plusieurs espaces, puisque c'est un peu le cœur de notre concept, vont avoir une qualité de service qui va être plus importante que celle qu'ils auraient eue s'ils étaient tout seuls. Voilà, et on a essayé d'appliquer tous ces principes de design dans un appartement test qu'on a fait réaliser, qui nous a été livré à Paris cette semaine d'ailleurs. Et on l'a fait réaliser en construction modulaire. Donc, comme vous voyez, c'est une sorte de bloc réalisé en acier et en bois, à l'intérieur duquel on a pu implémenter tous nos principes de design. On trouve que cette solution est aussi très intéressante dans tout ce qui est hybridation des modes constructifs, permet d'aller beaucoup plus vite, permet de réduire les nuisances de chantier. Voilà, on travaille en fait sur tout un panel de sujets liés à l'hybridation, effectivement. Parfait, merci Clara. Alors je vous propose maintenant une parenthèse pour parler du logement solidaire avec Stéphane. Sur quoi est-ce que vous travaillez dès la conception pour permettre au logement d'être le plus accessible possible pour les personnes à faible revenu et surtout quel est le résultat pour l'habitant? Alors déjà, il faut dire que le logement solidaire, c'est du social business, c'est-à-dire c'est du non-profit, c'est à but non lucratif. Et c'est issu de l'Action Tank Entreprise et Pauvreté qui a été créé un peu sous l'égide de Mohamed Younous lors d'une rencontre avec Emmanuel Faber et Martin Hirsch, leur président. Donc on est dans les actions sociétales, on est dans le monde des actions sociétales. Alors pour réduire effectivement les coûts, on a une réflexion très en amont qui inclut l'ensemble des acteurs de la chaîne de construction. Donc on a l'aménageur, l'architecte, le promoteur, l'entreprise, les bureaux d'études, l'exploitant, l'investisseur, les entreprises d'entretien. Tout le monde va être autour de la table, y compris idéalement les futurs résidents, pour chercher des économies, pour trouver effectivement des idées qui vont permettre de réduire ce coût global. Et chacun s'engage évidemment à ne pas faire de profit sur l'opération, c'est non-profit pour tout le monde. Donc sur le premier projet par exemple de Stein qui est en cours de chantier, on a eu jusqu'à 170 idées d'économie qui ont toutes été explorées. Il y en a 30 qui ont été retenues et ces 30 idées ont été mises en œuvre sur le projet. Et aujourd'hui, le projet qui se réalise, c'est un projet Passive House qui est super économe en énergie, dont les matériaux sont super robustes, donc il y a des coûts d'entretien qui ont été extrêmement réduits par les entreprises et par le bailleur. Et donc le résultat, effectivement, c'est que on a investi 10 000 euros de plus par logement sur la construction et on économise sur la durée, on va dire, de 60 ans, qui est la durée classique d'amortissement d'un bâtiment, on va économiser 30 000 euros. Donc évidemment, pour le locataire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 15% de moins sur son coût global. Le coût global, c'est non seulement le coût du loyer, des charges, des utilités, des services, qui va jusqu'aux consommations d'électricité et d'Internet. Donc évidemment, c'est extrêmement intéressant. Oui, et pour aller plus loin, en fait, on voudrait quand même savoir quel est l'intérêt vraiment pour Bouygues, finalement, de s'engager dans cette activité de non-profit. Pourquoi le faire? Alors aujourd'hui, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, elle est partout. Elle est absolument nécessaire pour un groupe comme Bouygues. Elle est nécessaire par rapport à ses parties prenantes. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur un territoire si on n'apporte pas quelque chose, si on ne rend pas de la richesse à ce territoire. Elle est indispensable par rapport à l'actionnaire parce que là aussi, il faut être un fonds qui fait de la RSE. Il faut être une entreprise qui fait de la RSE pour que les actionnaires souhaitent investir chez vous. Et puis vis-à-vis des salariés, c'est absolument indispensable de donner du sens à ce qu'ils font, de donner de l'envie, de donner des horizons un peu sociaux aux personnes qui viennent travailler dans l'entreprise. Merci Stéphane pour ces éclairages sur le logement solidaire dont Bouygues est en charge dans le cadre donc de l'Action Tank lancé aux grands industriels. Alors Camille, maintenant avec vous, nous allons dévoiler un concept très avant-gardiste, le BHEP, donc on le disait, le bâtiment hybride à économie positive qui génère des revenus. Donc toutes les notions qu'on a évoquées se retrouvent dans la vision révolutionnaire du BHEP, optimiser les surfaces avec l'hybridation maximale pour une occupation 24 heures sur 24 du bâtiment, la mutualisation des offres de services et la réversibilité. Alors voyons précisément comment se traduisent dans le BHEP les objectifs de rendement financier, de réponse aux nouveaux besoins des usagers et puis de réduction drastique de l'empreinte carbone. Oui, effectivement, donc la démarche du bâtiment hybride donc à économie positive part du constat que le potentiel du bâtiment est largement sous-exploité. Donc l'ambition du BHEP, c'est de faire un immeuble plus attractif, plus créateur de valeur, plus évolutif,
pour moins de carbone et plus d'argent. Donc en fait, toutes les ambitions s'y retrouvent. Donc on a pour cela 6 piliers de création de valeur que vous voyez à l'écran, à plus ou moins long terme. Donc les 3 premiers autour des usages, en fait, on va plutôt adresser les usages et la fonctionnalité de l'immeuble, donc la mutualisation et la productivité des espaces pour une occupation augmentée des surfaces construites, ce qui permet de générer à la fois plus de revenus locatifs pour l'immobilier. Donc on va activer les leviers dont on a parlé, donc ils vont être l'hybridation, la mixité, la mutualisation, l'intensification des espaces. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a plus d'usages, plus d'utilisateurs sur plus de temps. Voilà, l'idée au maximum, ça serait d'occuper les surfaces 24 heures sur 24. Donc l'autre, ça a été dit par Sonia, c'est la haute qualité d'usage pour en fait un bâtiment beaucoup plus attractif avec des salariés heureux. Donc on va connecter des services, on va apporter de l'aménagement intérieur type biophilique, apporter le vivant dans l'immobilier au travers de la biodiversité également. Et le troisième, c'est les externalités positives. Donc en fait, le BHEP, c'est un bâtiment qui se veut écosystémique, donc qui rend des services là où il s'implante, qui vient combler certains déficits. Donc ces externalités sont normalement nombreuses. On peut citer la création d'emplois, la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain ou l'augmentation de la biodiversité localement. Les 3 autres piliers se concernent plus l'aspect climat, carbone. Effectivement, les flux physiques, donc le but, ça va être de les réduire au maximum en travaillant sur la phase d'exploitation pour réduire les coûts d'exploitation de l'immeuble. Ça va être de chercher l'autosuffisance en énergie, eau et sur les déchets, de produire localement, type électricité au travers des solutions, par exemple de solaire photovoltaïque ou encore même de la méthanisation. Voilà. Le 5e, c'est les matériaux. Donc là, c'est logique de réemploi, réutilisation pour la construction. Mais c'est aussi sur du plus long terme de voir le bâtiment comme une banque de matériaux, une ressource de matériaux pour des futurs immeubles dans un terme un peu plus long. Et la dernière, la mutabilité et la réversibilité, on l'a dit, donc un immeuble évolutif et mutable, durable, en fait, qui saura répondre à des besoins ultérieurs dans le temps, à l'image de Office Switch Home. Juste un dernier point, oui. Donc ces 6 piliers, on le voit bien, ils agissent sur l'ensemble des composants du bâtiment, sur sa durée de vie. Voilà la tour de contrôle qu'on a. Et ils permettent d'adresser à la fois les impacts financiers avec plus de revenus et aussi moins de dépenses, et les impacts positifs avec plus de social, moins de carbone également. Alors là aussi, on doit en parler puisque la conception vertueuse, elle induit inévitablement un investissement un peu plus élevé à la construction pour ensuite bénéficier d'un bâtiment qui génère plus de revenus. Donc la question, c'est vraiment en quoi est-ce que c'est un bon plan finalement pour un promoteur, un investisseur? Donc effectivement, là, il faut changer un peu les schémas actuels de la conception pour faire un BHEP. On ne va pas construire pour un usage donné dans un temps donné. On va plutôt construire sur du plus long terme, sur un territoire donné. Donc je vais oser le dire, le BHEP est une démarche qui est rentable. On l'a testé sur un projet, donc on a d'ailleurs commencé le projet par faire un diagnostic territorial approfondi, où on a vraiment très très élargi pour identifier les forces et les faiblesses du territoire. Et suite à ça, on a pu identifier une programmation ad hoc liée à ce territoire, en termes d'usage, d'hybridation, de mixité, pour les gens localement connectés à son environnement, et également maximiser les solutions bas carbone, on va dire, et surtout aussi locales, puisqu'on avait sourcé les entreprises qui proposaient des solutions intéressantes localement. Donc voilà, donc effectivement c'est profitable pour un promoteur, puisqu'en fait il a un projet avec une programmation différenciante, donc il permet de se démarquer dans la compétition pour remporter le projet. Et également profitable pour un investisseur, car il a un bâtiment qui est plus flexible, qui est pensé dans la durée, et donc en fait qui va subir moins le phénomène d'obsolescence, et du coup il aura un immeuble qui va être dérisqué. Donc en fait on était qu'au stade du projet, du test. Mais clairement, ça sera un bon pari pour les promoteurs et les investisseurs de déployer ce type de projet. Merci pour ces précisions, Camille. Alors, on a vu là donc les solutions pour les projets de bâtiments en construction et pour lesquels ces nouveaux concepts doivent devenir, vous l'avez dit, des prérequis.
Merci à tous les 5. Alors, il faut vraiment qu'on revienne sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Camille, en présentant les chiffres. Vous avez dit qu'on se retrouve aujourd'hui avec un nombre très très élevé de bâtiments existants qui ne sont plus du tout adaptés aux nouveaux usages et dont l'impact sur l'environnement est très lourd. Il y a donc un énorme travail à faire sur le parc existant, mais est-ce qu'on peut agir à tous les niveaux, quel que soit l'âge du bâtiment? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Déjà du côté des espaces de travail, Sonia, comment est-ce que Bureau Généreux peut repenser et réhabiliter l'existant? Alors, peut-être déjà ce que je voulais dire, c'est que le fait de repenser l'existant, c'était un sujet qui était déjà adressé chez Bouygues Immobilier, parce que c'est un sujet qui est important, et à travers une de nos marques qui s'appelle Reagreen, avec une équipe qui est complètement dédiée. Et juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, sur les 5 dernières années, sur l'ensemble de nos projets, les projets en fait de réhabilitation, de restructuration lourde, hein, donc le fait de repenser les immeubles existants, ça représente à peu près 36% des projets qu'on développait. Donc oui, avec le bureau généreux, ça va prendre encore plus évidemment d'ampleur. Moi, je vois 3 raisons principales à cela. La première, c'est que déjà c'est beaucoup plus éco-responsable et ça permet de limiter notre empreinte carbone, de travailler sur l'existant. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est presque plus un point commercial, c'est aussi qu'on constate en fait chez nos clients, chez les entreprises, une demande de centralité. Donc effectivement, ça nous oblige à aller réinvestir les cœurs de ville et donc repenser les bâtiments existants. Et enfin, le dernier point, c'est celui que vous évoquiez, qui a été aussi évoqué, c'est l'obsolescence en fait du parc, puisqu'aujourd'hui on a un parc immobilier tertiaire qui ne répond plus tout simplement aux nouveaux modes de travail et aux usages en fait des entreprises. Moi, je voudrais peut-être parler d'un exemple en fait de restructuration créative, de travail qu'on a fait sur l'existant. C'est un bâtiment en fait qu'on voit juste ici là derrière qui s'appelle Sways, qui est un bâtiment en fait qui développe 42 000 m², qui est situé à Issy-les-Moulineaux et que nous livrerons dans un mois, mi-novembre. Mais juste pour vous parler un petit peu de la genèse de ce projet, c'était au départ 2 immeubles de bureaux qui n'interagissaient absolument pas, qui appartenaient à des propriétaires différents, qui étaient occupés par évidemment des locataires différents. Donc on a racheté un premier bâtiment, puis le second, c'était des immeubles qui étaient 100% bureaux, un peu comme ça refermés sur eux-mêmes. Et donc on a entrepris en fait de repenser complètement ces bâtiments pour développer en fait des bureaux extrêmement modernes. Donc on est venu recréer 40 000 m² de bureaux en reliant en fait les 2 bâtiments, en proposant des grands plateaux, des espaces, on le voit là, hein, extrêmement lumineux. On est venu créer des terrasses, un très beau rooftop. Et puis surtout, on est venu en fait animer complètement le socle en créant en fait un peu plus de 2000 m² de commerce qui n'existait pas du tout en fait dans ce quartier-là, qui est un quartier en fait tertiaire mais quand même mixte parce qu'il y a quand même beaucoup de logements à proximité. Et donc on est venu créer 2000 m² de commerce qui vont venir complètement animer ce quartier avec une programmation commerciale qu'on a travaillé aussi avec la ville pour répondre aux besoins des riverains et puis des entreprises en fait qui interviennent sur ce secteur. Et puis ce qu'on a fait également, c'est que ce qui devait être finalement un espace, un hall d'accueil d'un bureau, j'allais dire dernière génération, avec des espaces de service, on en a fait en fait un commerce et on va en faire un food court, un vrai food hall, avec un concept en fait de French terroir. Et donc cet espace-là, finalement, il sera ouvert toute la journée, évidemment aux heures de bureau, mais également le soir, et puis le week-end. Donc ça va permettre en fait d'ouvrir ce bâtiment vers la ville, d'apporter en fait des nouveaux services, évidemment aux collaborateurs qui vont travailler dans l'immeuble de bureau, mais aussi à tous les gens qui travaillent en fait sur ce quartier, et puis aussi à ceux qui habitent en fait dans ce quartier. Voilà. Oui, merci beaucoup Sonia. Effectivement, alors, le temps court très très vite. Merci pour cette présentation du projet Sways. Alors, Clara, je vais vous poser la même question par rapport à l'existant. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur l'offre de logements dédiés aux jeunes actifs avec Co-Living ? Nous, c'est vrai qu'on étudie beaucoup de projets de transformation, souvent de bureaux vers des activités, une destination plus d'habitation. C'est vrai qu'on a un projet qui s'y prête assez bien, qui est assez adaptable, qui permet de valoriser certains espaces qu'aujourd'hui on a du mal à valoriser. Et voilà, pour être bref, c'est effectivement des sujets qu'on regarde beaucoup, qui nous intéressent énormément, qui sont encore aujourd'hui très complexes, d'où la nécessité maintenant de construire les immeubles réversibles demain.
Parfait, merci. Stéphane, du côté du logement familial proposé par le concept Néose, est-ce que vous agissez également sur les bâtiments existants? Alors, c'est l'intention. En France, pas encore, puisqu'on est au tout premier bâtiment qui sont en train de se construire ou dont les permis sont en train de déposer. Mais Néo, c'est un concept de BTR. Le BTR, ça vient du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où Link City UK réalise des bâtiments depuis 10 ans sous ce mode, a déjà réalisé des bâtiments dans l'existant. Alors, d'autant que le fonds qu'on a créé en France pour accueillir les résidences Néos qu'on va bâtir est un fonds à impact sociétal et impact environnemental. Et l'impact environnemental, c'est d'être bas carbone. Comme le disait Camille tout à l'heure, effectivement, être bas carbone, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un bâtiment existant. Exactement. Camille, est-ce qu'on peut faire d'un bâtiment existant un bâtiment à économie positive? Oui, bien sûr, et d'ailleurs, c'est un objectif qui devrait être systématiquement recherché. Hein. Allons-y. On l'a testé, nous, sur un bâtiment en exploitation pour un client investisseur. Voilà, on avait le but, là, initialement recherché, c'était plutôt d'augmenter les surfaces sous-utilisées et aussi augmenter les revenus locatifs. Voilà, donc on a plutôt travaillé sur les espaces du hall, des espaces extérieurs et la toiture. Et on a identifié des solutions qu'on pouvait mettre en place. Et de ces solutions-là, on a fait un petit business plan et on avait identifié qu'on pouvait générer un peu plus de 100 000 € par an de revenus complémentaires. Compte tenu du fait qu'on était sur un existant, on était obligé de faire quelques investissements en travaux, notamment pour transformer les espaces qui étaient en code du travail en réglementation recevant du public, ce qui, entre parenthèses, permet déjà de valoriser l'immeuble, puisqu'en fait, ces espaces qui sont à la réglementation ERP seront plus adaptables et durables dans le temps pour d'autres usages. Et donc voilà, le bilan était assez positif, hein, une rentabilité assez courte. Il y avait un point crucial aussi qu'on a mis en évidence, c'est l'animation de ces services. C'est quasiment obligatoire d'avoir un opérateur des services pour que le tout fonctionne bien et pour la réussite du projet. Parfait, merci. Pour terminer, donc Rosine, on imagine bien que oui, un immeuble qui est existant en bureau peut se transformer en habitation. On peut bien sûr agir sur l'existant. Oui, absolument. On peut agir sur l'existant en réhabilitant des bureaux, mais on peut aussi changer d'usage. Donc c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Pour vous donner un exemple, à Nîmes, sur un immeuble de bureau qu'on a transformé en logement. La difficulté, c'est que quand c'est pas conçu dès l'origine pour être réversible, évidemment, c'est très coûteux. On est en train de le faire. Alors, il n'y a pas que des bureaux qui peuvent être transformés en logement. Là, en l'occurrence, on est à Lyon, sur la Croix-Rousse, sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est un ancien collège, le collège Truffaut, qui appartient à la métropole et qu'on est en train de transformer puisque le chantier est en cours en résidence étudiante, auberge de jeunesse et tiers-lieu pour les habitants et les associations du quartier. Voilà, donc ça c'est en cours et effectivement si on veut arriver dans le sillage du groupe Bouygues, Link City a pris des engagements carbone et en particulier l'engagement de réduire de 40% les émissions de nos projets sur toute leur durée de vie entre 2019 et 2030. Pour y arriver, ça veut dire qu'il faudra que la moitié de nos projets soient des réhabilitations. Donc évidemment, il faut réhabiliter dès qu'on peut. Merci. Alors il nous reste quelques petites minutes, mais je voudrais poser une autre question en fait qui se pose sans doute pour notre public. Comment est-ce que vous imaginez la propre durabilité de vos concepts? Ils sont faits pour correspondre à nos besoins actuels et à venir, mais comment est-ce qu'on peut savoir quels seront les usages dans 30 ans, dans 50 ans, Roselyne? Alors, on ne peut pas le savoir. On anticipe quand même évidemment des mutations urbaines, mais personne n'a de boule de cristal. Donc la réponse qu'on y apporte, c'est de dire qu'il faut que nos projets soient le plus agiles possible, le plus flexible possible. D'où la réversibilité, d'où la transformation d'usage, pour pouvoir s'adapter à tout ce qui seront les nouveaux usages dans 30 ou 50 ans. Merci. Et puis une autre question, comment est-ce qu'on favorise l'attractivité auprès des usagers finaux? Comment est-ce qu'on encourage les investisseurs à dépenser un petit peu plus en amont pour ces concepts vertueux? Camille, peut-être? Non, Camille ne veut pas répondre. Si, je peux répondre. Mais je suis sûre que Clara aussi a une réponse, que Stéphane a une réponse. Donc,
Camille, je vous ai pris de court, je vois ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, Stéphane, par exemple, pour encourager les usagers finaux et puis les personnes à investir davantage au départ? Alors les investisseurs, bon, on est sur des investisseurs institutionnels, hein, qui est un marché qui est en pleine reprise en France, donc il y a assez peu de difficultés à attirer les institutionnels sur le marché du logement, il y a énormément de demandes, et comme on est sur une offre, le BTR qui a une vraie crédibilité internationale, ben, les investisseurs internationaux qui s'intéressent aujourd'hui au marché français sont très très preneurs. Donc il n'y a pas de difficulté vis-à-vis des investisseurs. Après, ce qui est très important, c'est qu'on soigne beaucoup l'image de Neos parce qu'on est plus inquiet des faux BTR, des projets qui se partent des couleurs du BTR sans en avoir les qualités. Et donc on travaille beaucoup sur la qualité architecturale, la qualité, on recrute des personnes pour faire de la déco, on travaille beaucoup sur la qualité des services avec une très belle conciergerie numérique connectée avec une très belle qualité de service parce que c'est ça qui fera la différence et qui attirera les clients. On n'est pas très inquiet en Angleterre aujourd'hui, c'est un logement 9 sur 2 qui est en BTR, donc on est assez serein sur le sujet. Merci. Quelque chose à ajouter peut-être, Clara? Oui, nous c'est vrai que sur notre capacité à attirer les usagers finaux, on n'a pas encore de résidence ouverte aujourd'hui, ça devrait plus tarder. Mais on pense que voilà, on est sur un concept qui correspond au futur un peu du logement locatif, cette volonté d'avoir des solutions clés en main avec services qui sont faciles, qui sont flexibles et qui répondent au rythme de nos vies aujourd'hui en fait. Merci beaucoup. Camille, est-ce que vous souhaitiez du coup ajouter quelque chose sur ce point? J'étais un peu distrait tout à l'heure, mais oui, effectivement. Donc, par rapport aux usages de demain, personne ne le sait. C'est exactement ce que disait Roselyne. On était sur les mêmes types de pensées, évidemment. En tout cas, moi, des clients me posent la question c'est quoi l'immeuble de demain? Moi, je veux concevoir l'immeuble de demain. Le cycle d'un immeuble, on va dire, c'est 5 ans pour sa livraison. Donc, dans 5 ans, c'est quoi les usages? Personne n'a de boule de cristal. Par contre, une chose est sûre, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, c'est une réponse. Et donc, le BHEP est une réponse pour faire l'immeuble de demain. D'autant plus que donc, c'est un immeuble audacieux qui travaille à la fois les usages et le carbone. Et on sait aujourd'hui que le carbone se financiarise avec une forte inflation. Donc le BHEP immeuble bas carbone par excellence sera, on est certain, un modèle d'affaires qui est rentable et en plus deviendra la norme de construction de demain. Merci beaucoup. Alors, il est presque l'heure de se quitter. Donc, juste avant ça, on va faire un récapitulatif en 2-3 minutes pour les réseaux sociaux. On va faire une petite passive vidéo où vous allez chacun résumer notre conférence pour ceux qui verront cet extrait sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'il faut retenir des nouveaux concepts building de Bouygues que vous avez chacun présenté. On va démarrer avec vous, Sonia Da Silva, pour l'offre Bureau Généreux. Donc en fait, le bureau généreux, c'est la traduction de nos convictions, de notre vision, de nos valeurs, mais aussi de nos idéaux en fait sur le bureau, avec pour objectif de le rendre plus engagé sur le plan environnemental, avec l'objectif également de le rendre plus ouvert sur la ville, et donc qui va permettre de favoriser les interactions, et avec également l'objectif de le rendre plus désirable pour ceux qui vont l'occuper. Merci Sonia. Roselyne, à vous pour l'offre d'Office Switch Home par Link City. Alors Office Switch Home, donc c'est un bâtiment de bureau qui est transformable, qui est conçu pour être transformable en logement dans un deuxième temps de sa vie. Donc c'est un bâtiment qui va s'adapter aux mutations urbaines sans avoir à être démoli. Donc on prolonge la durée de vie du bâtiment, on diminue donc son empreinte carbone et on rend comme ça l'immobilier plus flexible. Parfait. Camille, de votre côté, donc pour le BHEP. Alors, le BHEP, c'est un concept de l'immeuble bas carbone complet, résilient, qui répond aux défis des prochaines décennies, qui devient centre de profit grâce à 6 axes de création de valeur, réunis autour de 2 thématiques que sont l'usage et le climat, en prenant en compte tout le cycle de vie de l'immobilier. Et un dernier point, c'est que c'est un bâtiment carbone et avec la financiarisation carbone, c'est un bâtiment qui a un modèle d'affaires rentable et qui deviendra la norme de la construction demain. Merci Camille. De votre côté, Stéphane, sur le concept proposé par Neos. Neos, c'est la première offre de résidence-service familiale. C'est une offre qui a un impact social puisqu'on est sur du logement abordable et un impact environnemental, puisqu'on est effectivement sur du bas carbone, qui s'appuie sur 3 volets,
un logement prêt à vivre, des aménités partagées et puis un niveau de très beaux services. Un mot également sur le logement solidaire. Alors le logement solidaire, c'est un logement locatif, familial, dont le coût global va être travaillé pour être de 10 à 15% inférieur à celui d'un logement social classique. Et ça grâce à une spectrographie extrêmement précise du marché d'une part, et d'autre part à un raisonnement avec l'ensemble des acteurs de la construction, de l'exploitation du bâtiment, et puis tout ça dans un cadre non-profit. Merci. Enfin, Clara, qu'est-ce qu'on doit retenir de The Co-Living Company? Alors The Co-Living Company, c'est une solution de logement locatif qui s'adapte à toutes les personnes en transition, que ce soit personnelle ou professionnelle, quelle que soit la durée, quelles que soient les envies, quelle que soit l'expérience qu'on a envie d'y vivre. Parfait, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous. Je vous indique les coordonnées qui sont à l'écran, donc n'hésitez pas à les noter, à faire une capture d'écran pour pouvoir poursuivre bien évidemment les échanges avec Sonia Da Silva, Roselyne Legrand, Stéphane Slamaroyer, Clara Chaussière et Camille Gauthier. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, c'était la dernière conférence proposée par le groupe Bouygues sur le salon Polytech. Mais bien sûr, on vous attend sur le stand qui se situe juste à côté pour retrouver toutes les équipes et les entreprises du groupe Bouygues. Très belle fin de salon pour ce jour sur Polytech et à tout à l'heure sur le stand.